Merci de rester avec nous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Opinion. Pour ce numéro, nous recevons le professeur Ababacar Gueye. Il est spécialiste en droit constitutionnel. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, pour briefer nos auditeurs et téléspectateurs, professeur Ababacar Gueye, vous êtes professeur docteur en droit public à l'université Paris 5 de Rennes, diplômé de l'Académie internationale de droit constitutionnel, enseignant à la faculté de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a tout dit ou bien on a esquivé quelque chose? Non, vous avez tout dit. Merci. Et l'on démarre. Ce 20 décembre marque le 14e anniversaire de la mort de l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Quelle pensée retenez-vous sur sa personne? Voilà, je vous remercie Ndeye Fatou. Je voudrais commencer donc par saluer l'ensemble des téléspectateurs de Walf TV. Concernant ce 20 décembre qui marque l'anniversaire du décès du président de la République Léopold Sédar Senghor, je voudrais commencer par m'incliner devant la mémoire de Léopold Sédar Senghor, qui a été le premier président de la République du Sénégal, quelqu'un qui a peut-être façonné les institutions politiques sénégalaises, en tout cas qui a façonné le Sénégal et qui a été des combats, de toutes les luttes pendant la période coloniale pour nous permettre d'accéder à l'indépendance. Donc c'était aussi un homme de culture et peut-être avant d'être un homme de culture, donc quelqu'un qui a marqué aussi la pensée nègre. La pensée nègre, c'était un grand théoricien de la négritude avec d'autres. Donc il a eu vraiment à lutter, à combattre pour l'émancipation simplement de l'homme noir. Oui, au regard de ce que représente son parti, le Parti socialiste, dans l'échiquier politique sénégalais, est-ce que son legs a été pérennisé? Bon, de ce point de vue, on peut faire une analyse ambivalente parce que sur certains aspects, effectivement, son legs a été pérennisé parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Parti socialiste reste. Le Parti socialiste est encore ancré sur bien des aspects dans les valeurs du socialisme. Sur d'autres, on peut avoir des doutes, on peut avoir une vision un peu contraire. Parce que aujourd'hui, le Parti socialiste, contrairement à l'époque de Senghor, c'est vrai, se rapproche souvent de partis de droite, fait des alliances avec des partis de droite, avec des partis d'extrême droite, ce qui n'a jamais été le cas à l'époque de Senghor. Ou alors, si on essaie d'interpréter un peu l'histoire ou les faits, il y a eu un moment à l'époque du parti, ce qu'on a appelé le parti unique de fait, où Senghor a essayé de phagocyter l'ensemble des partis ici au Sénégal, qu'ils soient partis de gauche ou partis de droite. Mais en général, les partis de gauche étaient interdits et c'était des partis donc qui étaient confinés au niveau de la clandestinité. Maintenant, du point de vue des options politiques, il y a des options politiques qui ne semblent pas aller dans la ligne idéologique directe du président de la République Senghor. Et donc, de ce point de vue, on peut avoir vraiment, par rapport au legs de Léopold Sédar Senghor, une vision ambivalente. Donc ce legs a été dénaturalisé? Pas totalement, pas totalement. Il y a des aspects qui sont quand même restés. Par contre, il y a d'autres pour lesquels on peut avoir des doutes. Au courant même de cette semaine, la date du 17 décembre nous est revenue avec les événements de 1962. Quelques années après, vous sentez toujours ces répercussions dans le fonctionnement de l'État? Vous savez, les événements de 1962 sont tellement importants que ces événements, je pense, marqueront à jamais l'histoire politique du Sénégal. Il y avait à la tête de l'État un duo, Senghor-Dia, à la tête de l'État, à la tête même du pouvoir exécutif, Senghor, président de la République, et Mamadou Dia, président du Conseil. En un moment, la situation était devenue telle que les deux hommes ne pouvaient plus continuer à cohabiter. Donc, il y a eu conflit, et de ce conflit, Senghor, président de la République, est sorti vainqueur. Il faut dire qu'au début le régime sénégalais était un régime parlementaire, mais avec primauté du chef du gouvernement sur le président de la République. Donc le président Dia avait plus de pouvoir, il était plus visible que Senghor à l'époque. Au sortir de cette crise, il y a eu renversement de la tendance. C'est-à-dire que Senghor d'abord, il a mis fin au régime parlementaire pour mettre en place un régime présidentiel où le chef de l'État, le chef de l'exécutif, devient lui-même l'exécutif. Donc à partir de ce moment, le chef du gouvernement n'existait plus. C'est le président de la République qui détenait le régime présidentiel.
fort. Très fort, président, chef d'État, président de la République, très fort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans nos institutions au Sénégal? Dans les rapports, gouvernement, président de la République, le gouvernement, il écrase le président de la République, il écrase le gouvernement. Le Premier ministre au Sénégal n'existe pratiquement pas, ou il n'existe que par la volonté du président de la République. Le président de la République détermine et conduit la politique de la nation, et le Premier ministre ne fait qu'appliquer cette politique de la nation. Le président de la République, il nomme et révoque les membres du gouvernement. Donc, c'est une sorte de revanche du chef de l'État sur le chef du gouvernement, et c'est ce qui continue à régir les relations au niveau du pouvoir exécutif ici au Sénégal. Oui. Donc, ça a forcément des incidents jusqu'à présent. Jusqu'à présent, un duo Dia-Senghor, s'il n'était pas rompu, comment serait le Sénégal d'aujourd'hui? Alors, là, on va faire un peu de fiction politico-économique, sociale, en tout cas. Aux premières années, le duo Dia-Senghor, en fait, n'était pas forcément un duo équilibré. C'est Mamadou Dia qui dirigeait le Sénégal à l'époque. Senghor, il était le président de la République. Il avait tous les pouvoirs. Il avait tous les pouvoirs. Donc c'est lui qui prenait, qui définissait les options, qui prenait les décisions exécutives ici au Sénégal. Il n'était pas forcément dans la même ligne idéologique. Idéologique politique ou idéologie économique. Et en tout cas, l'idéologie politique ayant des incidences sur l'économie. Senghor, la 4e République française, lui, il était versé vers la social-démocratie, plutôt vers le socialisme, pour parler plus clair. Mamadou Dia, il était ce qu'on appelle un socialisme autogestionnaire. Donc, lui, dans sa conception, c'était plus vers une appropriation collective des moyens de production, vers la mise en place de structures économiques collectives, comme cela se faisait peut-être dans certains États d'Europe de l'Est à l'époque, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si le duo n'avait pas été cassé, si le duo n'avait pas été rompu. Est-ce qu'il y aurait eu une cohérence par rapport au choix politique et économique des deux hommes? Parce qu'ils n'étaient pas dans une même lignée idéologique. Et ensuite, même sur le plan des rapports sociaux, Dia et Senghor n'avaient pas forcément les mêmes visions, n'avaient pas les mêmes objectifs. Dia semblait être dans une perspective un peu plus dure que Senghor de ce point de vue. Le choix économique, on peut dire que, en tout cas, semblait convenir au Sénégal à l'époque. Si on relit le premier plan de développement économique du Sénégal, qu'il a élaboré avec le père Lebré, on se rend compte qu'il avait quand même des ambitions d'inscrire le Sénégal dans une logique de développement. D'accord. Malheureusement, il n'a eu à exercer le pouvoir que pendant 2 ans. On ne sait pas ce que cela allait donc donner à la longue. Peut-être si on avait exécuté son programme, on n'aurait pas eu besoin d'un plan Sénégal émergent ou bien de quelques recadres même de notre fonctionnement. Ça dépend si son plan avait été appliqué et que le plan eut réussi. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait déjà au niveau de l'émergence. Mais on ne sait pas. On ne peut pas présumer de ce que serait l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire. Je vous remercie. Professeur Ababacar Gueye, aujourd'hui, au moment où je vous parle, notre pays est secoué par un scandale né de l'affaire Lamine Diack. Notre classe politique sénégalaise, surtout l'opposition de 2009 à 2012, est jetée en pâture. Quelle analyse portez-vous? Alors, c'est un coup de massue dans l'espace politique sénégalais. Mais il faut l'apprécier avec beaucoup de prudence. Parce qu'aujourd'hui, on ne détient pas encore tous les éléments par rapport à cette sortie du président, ou alors par rapport à ses aveux de Lamine Diack. Mais en tout cas, je voudrais dire un certain nombre de choses. Je voudrais commencer par dire qu'il faut que l'État soit un peu plus... Par rapport aux gens qu'il essaye de présenter en exemple à la jeunesse et au peuple. Être plus prudent. Parce qu'aujourd'hui, quand on présente quelqu'un, et après on se rend compte que cette personne représente énormément d'antivaleurs, est-ce que ça ne pose pas problème le fait de diriger cette personne un exemple par rapport à la société sénégalaise, par rapport à la jeunesse sénégalaise? Ça, c'est un premier point.
dans sa sortie, c'est vrai, Lamine Diack, il a eu à dire qu'il a essayé de réunir les moyens au niveau de l'IAF pour participer au départ du chef de l'État en place au Sénégal. Donc, pour faire en sorte que le président de l'époque, le président Abdoulaye Wade, soit battu. Mais le problème, c'est que moi, j'ai lu l'article, je ne vois pas dans le texte, là où il dit que j'ai participé au financement de tel candidat et tel autre candidat. Et c'est là où j'ai quelques appréhensions ou quelques... Non, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, parce que lui, il le dit. Moi, je ne peux ni en douter ni l'affirmer. Il le dit. Peut-être que maintenant, la procédure, lorsque la procédure va suivre son cours, lorsque l'enquête sera achevée, on en arrivera à savoir à qui a effectivement bénéficié le financement dont Mamadou Dia parle. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de démentir. Certains disent qu'il veut éclabousser le camp du président. Le camp du président a démenti. Les autres qu'il a cités aussi sont en train de démentir par rapport à ça. Par rapport les autres de démentir par rapport en disant qu'ils n'ont jamais reçu de financement de la part de Dia. Mais en tout cas, ce que Lamine Diack a dit, c'est qu'il a essayé de réunir les conditions pour que le président Wade soit battu. C'est ça qu'il a dit en général dans ses œuvres. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, réunir les conditions pour que le président Wade soit battu? Peut-être financer les campagnes des opposants. C'est possible, mais ça, l'enquête, en tout cas, nous le dira, ou alors il appartiendra à Lamine Diack de préciser ses propos et de dire, j'ai donné à telle personne, tel candidat, tel groupe, etc. Mais on verra. Il a même parlé des jeunes, faisant référence au mouvement Y en a marre. Il a parlé des jeunes, il fallait organiser leur déplacement, louer des salles, leur campagne de sensibilisation. Oui, de sensibilisation, de renforcement de la citoyenneté, pour pousser les gens peut-être à aller voter, mais surtout à voter contre le régime en place. Oui. Et si ces faits sont avérés, quel crédit accordez-vous aux élections de 2009 et 2012? Je vais vous donner un avis peut-être personnel. Moi, qui va sans doute en choquer certains, mais c'est mon avis. Moi, j'ai toujours soutenu que l'élection présidentielle de 2012 était l'élection la plus fausse de l'histoire politique du Sénégal. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que par-delà même ces considérations de corruption ou de financement de la part de Dia, je ne reviens pas sur ces aspects, du point de vue purement politico-juridique, mon problème, en 2012, on a eu un candidat qui a réussi à arriver à la tête au premier tour et qui n'aurait jamais dû se présenter. C'est ça pour moi ça qui a faussé les résultats de l'élection. C'était le candidat Abdoulaye Wade. Pour moi, il n'était pas qualifié pour être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Donc c'est pour cette raison que je le dis tout le temps, et je le répète que pour moi, l'élection présidentielle de 2012, c'est l'élection la plus fausse de l'histoire politique du Sénégal. Donc, mais quel crédit lui accorder, par rapport à si vraiment à soutenir des candidats, si les moyens que Dia a mis à la disposition de ces candidats sont ses moyens personnels, il n'y a aucun problème. Mais si c'est des moyens qui découlent de fraude, si c'est des moyens qui découlent de financement étranger, de financement extérieur, là, il y a un problème par rapport à ces élections. Et puis, en évoquant les fonds russes, il y a en quelque sorte une ingérence de l'étranger dans cette histoire. Cela ne change-t-il pas les donnes? Ça dépend de là où se situe l'ingérence, parce que si c'était... C'est-à-dire que si les Russes prenaient l'argent et venaient financer directement un candidat, venaient financer directement un parti politique. Mais si c'est de l'argent qui est donné, qui est offert entre guillemets au président Diack, qui lui est donné, qui lui est offert, là, l'argent rentre dans le patrimoine de... C'est l'argent de la corruption. Qui rentre dans le patrimoine de Diack. Si je confonds toujours, je dis Mamadou Dia, Lamine Diack, parce que tout à l'heure je parlais de Mamadou Dia simplement. Donc l'argent rentre dans le patrimoine de Lamine Diack. À partir de ce moment, ce n'est plus un financement étranger, parce que Lamine Diack est sénégalais. Le problème aurait été autre si l'argent était venu directement de la Russie. Par exemple, l'ambassadeur de la Russie donnait l'argent directement à un candidat ou à un parti politique, là ça aurait été autre chose. Oui, mais c'est une personnalité russe qui le faisait, Balachnikov. Il a cité Balachnikov qui a aussi démenti. On ne connaît pas la valeur de ses propos. Il va falloir que l'enquête détermine exactement ce qui s'est passé. Mais même Balachnikov n'a pas donné directement l'argent au Sénégal. Donc, mais en tout cas,
c'est un véritable problème. Il n'a pas dit qu'il finançait le Sénégal. Il l'a donné à Diack. On a même cité le nom du fils de Lamine Diack. Tout à fait, Pape Massata. Et ce qui est grave, c'est que c'est son père lui-même qui le cite. Et c'est ça que je ne comprends pas. Il n'y a aucune volonté de couvrir son fils. C'est pour ça que, en tout cas, personnellement, il me sera extrêmement difficile de remettre en cause les propos de Diack. De Diack. Oui. Les ramifications de cette affaire, on a vu l'arrestation d'un opposant, le député Omar Sarr, secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais. Il y a aussi certains de nos confrères. Est-ce que cela résout le problème? Non, ça ne résout pas le problème. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de procédé. Parce que, pour moi, c'est vrai, un État, c'est un État. L'État doit être fort. Mais un État fort, ce n'est pas un État policier. Il ne faudrait pas, pour des opinions purement politiques, qu'on prenne les gens et qu'on les amène devant le juge, qu'on les convoque au tribunal, qu'on les convoque à la gendarmerie, etc. Omar Sarr, c'est un opposant. S'il voit qu'il puisse lui permettre objectivement d'affaiblir le pouvoir, mais il ne va pas se priver. Et je ne vois pas en quoi les propos qu'il ait tenus soient de nature à l'amener devant le juge, ou même doit être convoqué à la gendarmerie. Cet article 80 qu'on évoque tout le temps, c'est un article fourre-tout, qui permet tout. Même quand on dit que le président de la République, il est nul, rien que ce propos, sur la base de cet article, peut vous amener devant le juge. Donc là, il y a des problèmes. Omar Sarr, il était exactement dans son rôle d'opposant qui a vu une brèche ouverte pour attaquer le pouvoir, mais il s'est engouffré dans cette brèche. Qui a saisi la balle au rebond, on pourrait dire. C'est pas lui qui a révélé l'information, il n'est pas allé faire des enquêtes, mais les propos qu'il a tenus, à mon avis, ne doivent pas l'amener devant le juge. Ça, vraiment, c'est pas... Et en pleine session parlementaire, est-ce qu'on doit l'arrêter? Deuxième chose aussi, avant de revenir sur la séparation, je voulais parler aussi du cas du journaliste. Oui. Pour moi, le journaliste, mais il n'a fait que relayer une information. Il n'est pas à l'origine. L'information vient d'un autre journal, Le Monde, qui est un journal très crédible. En général, Le Monde, quand il donne une information, c'est une bonne information. Donc, Le Monde, qui donne un journal crédible, qui donne une information, ce journaliste à la recherche peut-être d'un scoop, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, relaie cette information ici au Sénégal, on le convoque devant la DIC, on le convoque à la DIC, on le convoque devant le juge. Pour moi, ça c'est très très problématique et ça remet en cause fondamentalement l'état de droit. Vous parlez tout à l'heure d'Oumar Sarr en tant que député. Aujourd'hui, son immunité a été levée, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus. En tout cas, son immunité parlementaire a été levée. Ensuite, quand vous êtes un parlementaire, normalement, vous ne pouvez faire l'objet d'arrestation, d'interpellation, etc., sauf en cas de flagrant délit. Mais en l'espèce, je ne sais pas s'ils ont invoqué la flagrance ou pas, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, à côté de cette affaire Lamine Diack, la deuxième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, est aussi cité dans une affaire de corruption. Un choc de plus pour les Sénégalais, n'est-ce pas? Un choc de plus pour les Sénégalais, un choc de plus pour la classe politique sénégalaise. Parce que, vous savez, aujourd'hui au Sénégal, il y a une tendance à douter de l'homme politique sénégalais. Les gens pensent que la politique, c'est en fait une activité qui ne peut être que sale. C'est une activité sale, qui ne porte pas de valeur, qui ne porte aucune valeur. Le fait qu'à chaque fois qu'il y a un scandale, au niveau international, au niveau africain, que des hommes politiques sénégalais de très haut niveau, des autorités vraiment au sommet de l'État, soient cités, ça fait en fait que renforcer cette vision que les Sénégalais ont de l'homme politique. Aujourd'hui, pour le Sénégal, un homme politique ne peut pas être honnête. Pour le Sénégalais, un homme politique ne peut pas être quelqu'un qui porte des valeurs, les valeurs de notre société, les valeurs que nous connaissons qui sont des valeurs séculaires. Fondamentalement, pour un Sénégalais, homme politique, quelqu'un qui détourne les deniers publics, égale voleur, égale corrompu. Et si, à chaque fois maintenant qu'il y a un scandale politique, un scandale financier, tant au niveau interne qu'au niveau international, nos hommes politiques sont impliqués, là, il y a problème et c'est un coup de plus qui est porté à la fois aux acteurs politiques sénégalais, mais aussi à la population sénégalaise, aux Sénégalais
comme vous dites. Comme professeur Ababacar Gueye, je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous êtes spécialiste en droit constitutionnel. Vous prendre avec vos avis de spécialiste en droit constitutionnel pour vous interpeller sur ce débat sur la réduction même du mandat présidentiel. Du point de vue légal, quelle serait la bonne option? La voie référendaire ou bien la voie parlementaire? Ce débat est en train d'agiter le landerneau politique sénégalais. Mais je voudrais commencer par faire une précision. Les promesses ou les engagements d'un candidat à la présidence n'ont aucune valeur juridique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le président de la République décidait de ne pas respecter son engagement de réduire la durée du mandat du président de la République et de la porter de 7 à 5 ans, s'il décidait de ne pas respecter cet engagement, il ne commettrait aucun crime ni aucun délit. Donc, c'est cette précision que je voudrais d'abord faire. Il n'y a pas de faute de ce point de vue sur le point de vue du droit. Du point de vue politique, c'est autre chose. Mais vous m'avez posé une question sur le droit, donc je vais répondre. Oui. Il n'y a pas non plus de voie ou de mauvaise voie. Il y a la voie qui est prévue par la Constitution. Laquelle? Et en l'occurrence, c'est l'article 27 de la Constitution qui dit que le mandat du président de la République est de 7 ans. Point. Ce mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Cette disposition ne peut être révisée que par voie référendaire. C'est-à-dire que pour réviser le mandat du président de la République, tant du point de vue du nombre que du point de vue de la il faut impérativement passer par référendum. Il y a un débat autour de cette question parce qu'en 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'on a révisé la durée du mandat du président de la République, l'amenant de 5 à 7 ans, sans être passé par référendum. Et certains estiment que si ça a été fait en 2008, alors que le référendum était prévu et qu'on était passé par la voie parlementaire, on peut, par la même occasion, passer encore par la voie parlementaire. Il y a des constitutionnalistes même qui avancent cette hypothèse. Il y a certains qui l'avancent par la voie parlementaire pour réviser le mandat. Mais le problème, c'est qu'en 2008, c'était une fraude à la Constitution. La procédure était totalement anticonstitutionnelle. Et aujourd'hui, si on passait encore par la voie parlementaire, on répéterait la même fraude à la Constitution. Je disais la dernière fois que c'était répondre à une illégalité, l'illégalité de 2008, par une autre illégalité qui serait l'illégalité de 2015 ou de 2016 si on passait par la voie parlementaire. Dans la procédure de révision de la Constitution, le corps de la Constitution, en général, une procédure de droit commun, qui est la procédure qui est prévue par l'article 103 de la Constitution, qui permet de réviser la Constitution en passant soit par la voie parlementaire, soit par la voie référendaire. Ça dépend du choix du président de la République et de l'initiateur de la révision. Parce que si c'est le député, il faut obligatoirement passer par la voie référendaire. Dans ce cas, est-ce qu'il est possible ou bien c'est une obligation d'aller consulter le Conseil constitutionnel pour réduire ce mandat? Alors, moi, je pense que le président de la République n'est pas obligé de consulter le Conseil constitutionnel. Parce que l'article 27 dit qu'il faut nécessairement passer par référendum. Donc, s'il s'appuie sur cet article 27, il peut réviser la Constitution. Mais il y a l'article 51 de la Constitution qui prévoit pour le président de la République la possibilité, après avoir recueilli l'avis du président du Conseil constitutionnel et du président de l'Assemblée nationale, de soumettre tout projet de loi constitutionnel à référendum. S'il veut passer par cet article 51, soit il peut passer par cet article, soit, mais dans ce cas, c'est vrai, il doit consulter et le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil constitutionnel. Mais en l'occurrence, le problème qui se pose pour le président de la République, c'est de savoir s'il peut réduire son mandat actuel. Si la réduction peut s'appliquer à son mandat actuel. C'est-à-dire la rétroactivité de la loi. En quelque sorte. Parce que le mandat actuel, c'est un mandat de 7 ans. Il avait promis qu'il allait réduire la République et l'appliquer à son actuel mandat. Le problème, c'est l'application à son actuel mandat qui, du point de vue du droit, ne pose pratiquement pas de problème parce qu'il y a des techniques juridiques qui permettent... par exemple? Par exemple, il suffit que dans le texte de révision de la Constitution, qu'on dise que le mandat du président de la République est désormais de 5 ans. Ce mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
cette révision s'applique au mandat en cours, c'est-à-dire au mandat qu'il a obtenu en 2012. Et dès l'instant que c'est dit dans la Constitution, le mandat du président de la République va prendre fin en 2017. Donc, c'est une technique qui est prévue en droit constitutionnel ou alors dans la légistique, c'est-à-dire quand on fait les lois, on prévoit cette technique de pouvoir appliquer une disposition à des faits qui se sont déroulés antérieurement à la prise de cette disposition. Ce qui sous-entend que la voie parlementaire est exclue pour cette histoire de réduction du mandat présidentiel. Par rapport à la réduction du mandat, la voie parlementaire est exclue. Domaine du mandat du président de la République, le Parlement a une incompétence matérielle. Le Parlement ne peut pas connaître du mandat du président de la République au Sénégal. Il peut connaître peut-être de tous les autres domaines par rapport à la Constitution, mais la question du mandat du président de la République échappe à la connaissance du Parlement. Il est exclu. Le Parlement est exclu et il est exclu par cet article 27. Oui. Le peuple s'était prononcé en 2001 avec la Constitution. Pourquoi en revenir du peuple sénégalais? Peut-être on devait nous épargner de cela. N'est-ce pas? Ça dépend. Si on veut réviser toutes les autres dispositions de la Constitution sans toucher à l'article 27, oui, on peut ne pas passer par référendum. Mais l'article 27, si la révision de la Constitution touche à l'article 27, on ne peut pas ne pas passer par référendum. J'entends ceux qui sont en train de préparer la révision, notamment du côté du pouvoir, dire que le ne va pas porter que sur le mandat, oui, mais sur une réforme des institutions de manière générale. Oui. Alors, si c'est une réforme des institutions de manière générale, une réforme de la présidence du président de la République, notamment de son mandat, le référendum est inévitable. Inévitable. On ne peut pas passer par une autre voie. Et pour les réformes institutionnelles, on peut opter pour la voie parlementaire. Pour les réformes institutionnelles, oui, mais si la réforme ne touche pas le mandat. Mais dès l'instant que la question dans la réforme, à partir de ce moment, il va falloir nécessairement qu'on passe par référendum. Oui. Et quand le chef de l'État nous dit que c'est à lui de décider, il avait donné son engagement et puis on doit le laisser fixer la date du référendum. Donc ça lui revient à lui seul. Oui, dans la question, en la matière, parce que c'est lui qui détient le pouvoir référendaire. S'il détient le pouvoir référendaire, donc il lui appartient de décider de la date de la tenue du référendum, de décider de convoquer les Sénégalais au référendum. Donc peut-être aussi, par rapport au contenu, il pourrait aussi décider tout seul du contenu qu'il donnerait au référendum, c'est-à-dire des questions qui seraient posées et des différentes réformes qu'il va intégrer dans la Constitution. Mais cependant, l'élégance républicaine aurait voulu quand même qu'il essaye d'élargir un peu le débat, de discuter avec les différents acteurs politiques, ou alors les acteurs politiques majeurs au Sénégal, que ce soit les leaders de l'opposition, une partie de la société civile. Mais il faut dire aussi qu'il avait, ça c'est par rapport au contenu du référendum. Donc il avait mis en place une commission nationale chargée de la réforme des institutions qui a eu à faire une large consultation de peut-être une bonne partie des acteurs politiques et des acteurs sociaux ici au Sénégal pour déterminer le contenu des différentes institutions de la République. Oui. Mais par rapport à la date, je pense que ce serait quand même, par rapport à la date et aussi par rapport au choix de certains éléments du référendum, par élégance républicaine, il n'est pas mauvais si le président de la République en discutait avec les leaders de l'opposition et notamment les principaux leaders d'opposition. Oui, concernant cette opposition, on a vu cette semaine une levée d'interdiction de certains membres du Parti même démocratique sénégalais, en l'occurrence Maître Ousmane Ngom, Maître Madi Kenya et Samuel Sarr. Pour le premier cité, Maître Ousmane Ngom, il devait voyager avec le chef de l'État, le président Macky Sall, et c'est en ce moment même qu'on a levé ces interdictions de sortie du territoire. Quel commentaire? Alors, il y a le président Kéba Mbaye qui disait avec justesse qu'un homme d'État, il doit être prudent. Il faut en fait plus de prudence de la part de nos hommes d'État. Plus de prudence, ne pas être
tout le temps porté sur l'instant. Ousmane Ngom, quand on levait son immunité parlementaire, quand on lui interdisait de sortir du pays, en ce moment, il était très loin des arcanes du pouvoir. Il était très loin du palais. Apparemment, ces derniers temps, il s'est rapproché du palais. Et le président de la République voyage, il intègre Ousmane Ngom dans sa délégation et le fait sortir du territoire, alors qu'il y a une décision de justice là, présente, qui interdit à Ousmane Ngom de sortir du territoire. On se rend compte en fait d'une certaine incohérence entre les décisions politiques, les décisions judiciaires et les choix politiques. Parce que Ousmane Ngom n'aurait jamais dû sortir du territoire de cette façon, sans que son interdiction de sortie ne soit levée. Mais en tout cas, ça pose un véritable problème de cohérence entre les choix politiques, entre les décisions judiciaires et ainsi de suite. Parce que un choix politique, une décision politique ne doit jamais aller à l'encontre d'une décision judiciaire. Surtout lorsque la décision judiciaire... Or, l'interdiction de sortie du territoire, c'est une décision judiciaire. Oui, la CREI, on en parle. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a certifié qu'il y aura des réformes de la CREI, mais après des condamnations. Il y a eu l'affaire Karim Wade, l'affaire Tahibou Ndiaye. Réformer la CREI après que cette même cour a condamné des personnes. Du point de vue juridique, est-ce que c'est légal? Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau parce que une juridiction, on la réforme pour l'améliorer. En fait, on la réforme pour améliorer son fonctionnement, pour améliorer aussi son organisation. Ça ne remet pas en cause les sanctions que cette juridiction a prononcées antérieurement. Comme par exemple les condamnations de M. Karim Wade, de M. Tahibou Ndiaye. La réforme de la CREI ne va pas remettre en cause ces condamnations. Mais on réforme une juridiction en fait pour l'adapter aux circonstances changeantes, pour que cette juridiction, du point de vue de son fonctionnement, soit plus conforme à l'état de droit et au respect des droits et libertés. La CREI a été mise sur la sellette pendant longtemps parce qu'on lui a reproché d'être une juridiction liberticide, d'être une juridiction qui remettrait en cause fondamentalement les droits et libertés des individus. Une juridiction même d'exception. C'est une juridiction d'exception. C'est une juridiction d'exception parce que ce n'est pas prévu dans l'organisation ordinaire du système judiciaire sénégalais. Donc c'est une juridiction qui a été créée, une juridiction effectivement d'exception. Mais une juridiction d'exception, elle est possible. Elle est possible. On peut créer une juridiction d'état de droit, mais c'est pour juger des cas spécifiques. Aujourd'hui, la CREI a été créée simplement pour les cas de détournement de deniers publics. Ça s'est créé depuis 1981 pour les cas de détournement de deniers publics, etc. Pendant longtemps, elle n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on l'a revitalisée sur la base de la manière dont elle fonctionnait en 1981. Et peut-être que les autorités se sont rendues compte qu'il y a beaucoup de failles du point de vue de l'état de droit, du point de vue du respect des droits et libertés des individus. Et ces failles font qu'il va falloir qu'on essaye d'améliorer à la fois l'organisation et le fonctionnement de la CREI pour l'adapter aux réalités changeantes, parce que les réalités de 2015 ne sont pas les mêmes que celles de 1981. Donc pour l'adapter aux réalités changeantes, pour l'adapter aussi par rapport aux droits et libertés fondamentaux des individus, parce qu'aujourd'hui, ces droits et libertés sont consacrés un peu partout dans le monde, et une juridiction d'exception qui fonctionnerait d'une serait une juridiction totalement anachronique par rapport à ce qui se passe. Et puis pour rétablir les faits, le président Abdou Diouf avait utilisé la CREI en un certain moment et il a reculé. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de vivre la même époque avec le président Macky Sall qui évoque ces réformes? Oui, vous pensez que l'histoire bégaye, mais on ne va pas anticiper sur l'histoire encore. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu des condamnations. Ensuite, la CREI a été mise en vieillesse. Certains ont même eu à dire que la CREI n'existait plus. C'était une juridiction abrogée par désuétude. C'est-à-dire que ça n'a pas été appliqué. Donc, la loi n'était plus en vigueur et que la CREI n'existait plus. En tout cas, on l'a ressuscité. Aujourd'hui, Diouf, à son époque, n'avait pas fait de réforme de la CREI.
Là, simplement, la CREI n'a plus été saisie. Donc, elle n'a plus fonctionné. Aujourd'hui, je pense que la perspective dans laquelle s'inscrit le président de la République ou le ministre de la Justice est plus dynamique que celle de Diouf, plus positive, parce que ça va dans le sens, non pas de supprimer la CREI ou de la mettre en veilleuse, ne plus saisir la CREI, mais de la réformer. Et la réforme de la CREI peut nous permettre quand même d'avoir une juridiction, une meilleure juridiction. Oui, après cette réforme, pour beaucoup plus de commodité, pourquoi ne pas rejuger les condamnés de la CREI? Non, on ne peut pas les rejuger parce que le jugement est revêtu de ce qu'on appelle l'autorité absolue de la chose jugée. Une règle qui dit non bis in idem, on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Donc le jugement de Karim, le jugement de Taïbou, de ceux qui sont passés à la CREI, sont des jugements qui sont devenus définitifs. Peut-être pour réparer une certaine injustice. Mais est-ce qu'il y a injustice? Je ne sais pas. Là, il faudrait que... il faudrait en fait qu'on démontre que par rapport à ces procès, il y a eu injustice, que les droits de la défense n'ont pas été respectés, qu'il y a eu... que la justice ou le tribunal ne s'est pas comporté pour le faire. Donc, mais... Moi, je ne sais pas. Vous me demandez d'essayer de l'avis du groupe de travail de l'ONU qui s'est prononcé sur l'affaire Karim Wade? Oui, l'avis du groupe de travail a parlé de détention arbitraire de la part de Karim, et non pas directement sur le procès, mais par rapport à ce qui s'est passé avant le procès surtout. C'est là où il y a plus de problèmes, parce qu'à un moment, par rapport à l'instruction, Karim aurait dû être libéré, aurait du moins bénéficier d'une liberté provisoire. Été libéré parce que l'instruction a duré plus de 6 mois. Au bout de 6 mois, il fallait libérer. On a fait une autre mise en accusation. Il y a eu deux mises en accusation. Tout à fait, de Karim. Donc c'est ce que peut-être le groupe des Nations Unies a fustigé. Oui, avec cette affaire de corruption qui plane sur la tête de nos ex-opposants, la CREI a du pain sur la planche. Ça dépend parce que pour quelqu'un comme le président de la République, il échappe à la CREI. Oui, mais les autres opposants? Pour les autres opposants, oui. S'ils ont eu à bénéficier de ça, il y a d'abord, il y a d'autres organes qui peuvent faire les enquêtes. Il y a la CENTIF, pourquoi pas? Oui, l'OFNAC. Il y a l'OFNAC qui peut faire des enquêtes pour voir la réalité de ces propos, de ces révélations. Certains ont parlé, même dans cette affaire, je l'ai entendu, de destitution du président de la République, de procédure. On a demandé qu'il rende sa démission. Il n'y a pas de procédure prévue pour une destitution du président de la République. Donc ce n'est pas prévu dans la Constitution sénégalaise. Il ne peut pas faire l'objet de destitution. Le président de la République ne perd son mandat qu'en cas d'incapacité. Et en général, ce sont des incapacités mentales, etc. Mais tant que pour des affaires de ce genre, il n'y a pas de procédure. À partir du Parlement, on ne peut pas destituer le chef de l'État. Ici au Sénégal, non. Le président de la République ne peut pas faire l'objet de destitution. Il n'y a pas de procédure qui est prévue pour le président de la République. Et est-ce qu'il est obligé de rendre sa démission? Non, il n'est pas obligé de rendre sa démission. S'il est cité dans cette affaire. Démissionner parce qu'il est cité dans une affaire. Mais moi je sais que si j'étais à la place du président de la République, j'aurais porté plainte. J'aurais porté plainte contre le journal Le Monde. Je porte plainte contre le journal Le Monde. Parce que si vous lisez le titre et le contenu, il y a une différence. Dans le contenu, Lamine Diack ne cite pas le président de la République. Au niveau du titre, on dit que ça a permis l'élection du président de la République. Mais moi, j'aurais porté plainte contre Le Monde. Et le procureur de la République, il doit s'autosaisir par rapport à cette affaire? Les Sénégalais il peut s'autosaisir pour essayer de voir à qui a bénéficié l'argent dont Lamine Diack parle, le financement dont Lamine Diack parle, mais il y a quand même des limites, surtout concernant le président de la République. N'y a-t-il pas lieu de légiférer sur le financement des partis politiques au Sénégal? Il y a lieu de légiférer effectivement sur le financement des partis politiques au Sénégal, c'est même une obligation. Mais le ministère de l'Intérieur est en train, je pense, de réfléchir ou de travailler par rapport à cette législation sur le financement des partis politiques au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est un milieu totalement opaque.
la question du financement au niveau des partis politiques. Nul ne sait d'où viennent les revenus des partis politiques. Nul ne sait comment les candidats à l'élection présidentielle parviennent à s'acquitter de la caution. Nul ne sait comment ces candidats à l'élection présidentielle parviennent à financer. Personne ne sait d'où vient cet argent. Et aujourd'hui, on sait que dans les partis politiques, les militants ne sont pas nombreux. Les militants ne cotisent pas non plus. Donc, il y a véritablement problème. Et quand on regarde une campagne électorale au Sénégal, on voit les sommes qui sont dépensées, on voit la qualité de la campagne électorale, mais on se dit que c'est au moins, au minimum, c'est 50 millions qui sont dépensés à l'occasion de campagne électorale. Donc, c'est un problème. À l'élection présidentielle, qui dépose une caution de 40 millions, qui vous sort 50 millions, mais il faut bien qu'on nous dise d'où est-ce que cet argent-là sort. Nul ne le sait. Il y a même plus que ça. On entend 300 millions, 400 millions de budget de campagne. Mais non, quand je dis de 50 à 40 millions, c'est vraiment parce que là, je suis au niveau le plus bas. Les petits poussés. Oui. Donc, ça, c'est un véritable problème par rapport à... Et donc, par rapport à une moralisation simplement de la vie politique au Sénégal, il va falloir qu'on aille vers ce financement des partis politiques et que les partis politiques tiennent une comptabilité. Qu'on sache que tel jour, vous avez reçu tant, de qui, de telle personne, et que vous l'avez dépensé comme ça. Et que le juge, soit de la cour, le juge, notamment de la Cour des comptes, puisse contrôler cette comptabilité et vérifier si effectivement les inscriptions sur cette comptabilité sont vraies ou pas. Et ensuite, ça permettrait, toujours dans la moralisation ou la rationalisation de la vie publique, que l'État participe même au financement des plus grands partis politiques. Oui. Le Parlement, présentement, est-ce qu'il est assez représentatif au moment où une partie de l'opposition parlementaire a boycotté les séances plénières? Oui, le fait que l'opposition parlementaire boycotte les séances plénières, ça ne remet pas en cause la légitimité du Parlement. Parce que le Parlement, il est élu et le Parlement a ce qu'on appelle un mandat représentatif. C'est-à-dire que le Parlement représente le souverain. Aujourd'hui au Sénégal, on dit que la souveraineté appartient à la nation et cette souveraineté, la souveraineté nationale appartient au peuple et le Parlement donc représente le peuple. Dans la théorie de la représentation, le peuple est représenté par le Parlement, mais il est représenté par l'ensemble du Parlement. Et cette représentation n'est pas une représentation individuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas chaque député individuellement qui doit, mais c'est le Parlement qui exprime la volonté générale. Qu'il y ait 10 députés présents ou 40 députés présents ou les 130 ou 120 députés présents, il n'y a aucune incidence sur la qualité de la représentation, sur le fait que ce Parlement puisse s'exprimer au nom du peuple. Oui, on va parler d'un autre peuple, le peuple arabe, parce que la date du 17 décembre marque aussi 4 années après Mohamed Bouazizi qui s'était immolé. Et cela a déclenché une grande révolution dans le monde arabe. Quelques années après, le monde a changé. Ce monde a effectivement changé sur certains aspects, mais pas fondamentalement. Je pense qu'il y a encore des problèmes. Pour un État comme la Tunisie, par exemple, où tout était parti, aujourd'hui, on peut noter qu'il y a quand même un sursaut démocratique. Il y a un sursaut démocratique, malgré certaines difficultés, parce que, vous le savez autant, si on introduit l'histoire, on se rend compte qu'une révolution est toujours suivie de périodes d'incertitude, de périodes d'instabilité. C'est le cas dans la plupart de ces États du monde arabe, comme la Libye, avec le départ de Kadhafi. On ne sait pas aujourd'hui, la Libye est dans une période... C'est le chaos, en tout cas. C'est le chaos. En Syrie, le processus n'est pas allé à son terme, mais encore, la Syrie est un État totalement en crise. En Égypte, on est encore en crise, donc on vit encore des lendemains difficiles par rapport à cette révolution, par rapport à ce printemps arabe. Peut-être que si on regarde un État, le roi Mohamed VI a eu l'intelligence de prendre les devants et d'essayer de mener des réformes sur le plan démocratique pour qu'il y ait un peu plus de liberté
par rapport à ce peuple. Mais je pense que là d'où tout est parti, la Tunisie, il y a aujourd'hui des changements et qu'il y a un peu plus de démocratie. C'est un État en pleine mutation démocratique. Oui, en tout cas, des pays comme le Maroc en ont profité pour opérer quelques changements. Tout à fait. Il y a eu des changements majeurs au niveau du Maroc où le roi a vraiment lâché de l'Est par rapport au... En fait, il faut savoir une chose, parce que si vous remarquez bien, en général en Afrique, les États qui se portent bien sur le plan économique, c'est l'Afrique du Sud, je n'en parle pas, et c'est les États du Maghreb. Oui. Donc, a priori, c'est des États où il n'y aurait pas dû y avoir ce genre de problème. Parce que les gens étaient quand même dans une meilleure situation que nous, nos peuples. Mais il y a Alexis de Tocqueville qui disait que les hommes peuvent renoncer à tout, sauf à la liberté. Mettez-les dans les meilleures conditions sociales, économiques possibles. Ils n'ont pas suffisamment de liberté. Un jour, ils finiront par se soulever. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans ce Maghreb, dans ce monde arabe. Avec ce fameux printemps arabe. Avec ce fameux printemps arabe, les peuples arabes étaient dans une situation meilleure du point de vue économique que nous, mais comme il n'y avait pas de liberté, comme il n'y avait pas d'espace exutoire, comme il n'y avait pas de moyens de s'exprimer, d'exprimer leur frustration, ça a fini par exploser. Oui. En France, on a noté une percée du Front National lors des régionales, bien que le Front n'a pas gagné une région. Quel signal a été donné par le peuple français, même si les politiques ont dit qu'ils ont compris? Est-ce que cela suffit? Moi, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une élection, à chaque fois qu'un parti, surtout le parti au pouvoir, perd les élections, si c'est des élections en cours de mandat, ils disent nous allons prendre les décisions pour répondre aux aspirations ou aux demandes des citoyens. Donc ça, pour moi, c'est simplement par commodité qu'ils le disent. Mais ce qui se passe en France, cette montée du Front National, je me demande si ça interpelle suffisamment les autorités politiques ou la classe politique française, la classe classique, ce qu'elle appelle la classe républicaine, c'est-à-dire la gauche et la droite. Majeur qu'il faut prendre en France, qu'il faut faire en France. Et ces réformes majeures vont dans le sens aujourd'hui d'une plus grande sécurisation. La question de la sécurité, c'est une question essentielle en France. Et à chaque fois qu'un candidat, surtout quand c'est la gauche qui est au pouvoir, à chaque fois que la droite essaie de surfer sur cette question de sécurité, elle parvient quand même à accéder au pouvoir. Et donc ça, c'est une question par rapport à laquelle il va falloir que la France trouve des solutions. Et ça, il y a aussi d'autres questions. Le travail, le chômage, etc. L'emploi, qui pose aussi problème à ce niveau. Mais par rapport à cette montée du Front National, ça, c'est des signaux extrêmement forts que le peuple français donne aux autorités. Parce que si aux autorités en général, à la classe politique classique, si on remarque bien, en France, on ne sait plus que ça soit un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, si ce gouvernement applique une politique de gauche ou ce gouvernement applique une politique de droite. On a l'impression qu'à chaque fois, on essaie de faire une symbiose entre les deux. Une politique qui n'est ni de gauche, ni véritablement de gauche, ni véritablement de droite, ce qui fait que les résultats sont toujours escamotés. Et puis pour vaincre le Front National, il y a eu des coalitions contre nature. Il y a eu des coalitions contre nature parce qu'ils disaient que c'était des coalitions républicaines. C'est un front républicain, surtout du côté de la gauche, du Parti socialiste. Donc il fallait un front républicain contre ce Front National. Mais le Front National, il faut dire qu'il est resté constant dans son discours. Depuis 20 ans, 30 ans, c'est le même discours que du Front National. Peut-être aujourd'hui, il y a qui incarne ce Front National en la personne de Marine Le Pen. Et je me demande si cette tendance continue, si on n'en arrivera pas un jour où, comme dans d'autres États européens, comme en Autriche, où ce Front National-là ne va pas finir par prendre le pouvoir. Professeur Ababacar Gaye, je vous remercie. Et vraiment, vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont tenus compagnie. Grand merci à toute la réalisation. Mam Sidi Diop, Oustaz Hassan Diouf, Aïssatou Diagne. La semaine prochaine, Inch'Allah.